Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Hélène Ferrarini, journaliste indépendante, parle de son métier. Elle évoque avec nous, au téléphone, son dernier livre, Allons enfants de la Guyane, aux éditions Anacarsis. Hélène Ferrarini, vous êtes en premier lieu journaliste indépendante, mais aussi essayiste, réalisatrice de documentaires, scénariste de bande dessinée, reporter radio et vous avez même enseigné. J'imagine que chacun de ces projets est à la fois singulier, mais aussi qu'ils sont tous liés entre eux d'une façon ou d'une autre. Donc, comment articulez-vous toutes ces activités et quelles en sont les grandes étapes dans votre parcours professionnel ? Oui, c'est tout à fait ça. Je suis un petit peu touche à tout, avec quand même une ligne directrice qui est un fort intérêt pour les questions historiques et puis le goût de transmettre, de jouer un rôle de médiation. Alors, j'ai commencé par enseigner 1 an l'histoire-géographie. Il se trouve que j'étais prof contractuelle en lycée à Kourou, en Guyane française. Et suite à ça, je me suis lancée dans le journalisme, quelque chose qui m'attirait depuis des années. Et je pratique le journalisme comme pigiste, c'est-à-dire que je suis indépendante, j'ai plusieurs employeurs qui sont différents médias. Je travaille beaucoup pour la presse écrite, également un petit peu en radio. Et depuis quelques années, je travaille aussi sur des films documentaires, ce qui est relativement nouveau. Et je dois aussi ajouter que j'ai fait de la bande dessinée, comme vous l'avez mentionné. J'ai fait de la bande dessinée documentaire pour un média qui s'appelle La Revue Dessinée, qui associe des journalistes et des dessinateurs, dessinatrices. Et je me suis essayée aussi à la fiction en co-scénarisant une BD qui s'appelle Eldorado, qui a été dessinée par Damien Cuvillier, édité chez Futuropolis. S'ajoute à ça un livre d'entretien avec Alexis Tiouka, un leader, militant, juriste autochtone de Guyane, du peuple kalinien. Un livre où il raconte sa vie, qui s'appelle Petit guerrier pour la paix, qui a été publié en 2017 et qui constitue en quelque sorte les prémices de Allons enfants de la Guyane, le livre d'enquête sur l'histoire des pensionnats catholiques destinés aux enfants amérindiens de Guyane, qui a été publié en 2022. Et tout ça, en fait, s'enchaîne, se répond, se suit. Je passe d'un idiome à l'autre avec pour objectif, lorsque j'aurai une certaine maîtrise de l'ensemble de ces modes d'expression, de pouvoir choisir en fonction du sujet que je voudrais traiter, le support le plus adapté. Il y a des histoires qui se prêtent tout à fait à la bande dessinée, d'autres pour qui l'audiovisuel, le film va être plus adapté. Et c'est ce que j'essaye de construire. Et là, vous venez d'employer le futur, vous avez dit lorsque j'aurai une certaine maîtrise. Ça veut dire que vous considérez que vous ne l'avez pas encore ? Non, je pense qu'on est toujours en apprentissage, mais moi encore plus parce que je suis relativement jeune et pour ce qui est de l'audiovisuel, donc des films documentaires, je travaille actuellement sur 2 films documentaires qui sont en développement, production, réalisation, donc qui ne sont pas encore aboutis et j'apprends énormément de choses. Comment on devient journaliste indépendant en fait ? Vous avez dit donc j'enseignais et puis je me suis lancé dans le journalisme, mais comment on fait ? Comment on devient journaliste ? Alors, journaliste pigiste, journaliste indépendant, c'est-à-dire que j'ai plusieurs employeurs. Je suis pas rattachée à une rédaction en particulier. Donc, je peux avoir entre 5 et une quinzaine peut-être de collaborations avec différents titres de presse, donc de la presse écrite. Je cite par exemple Le Monde diplomatique, où j'ai pu écrire pour Libération par le passé, ou des titres plus locaux, Guyaweb, qui est un site d'information et d'investigation guyanais, des radios comme RFI, et c'est quelque chose qui se construit progressivement, qu'on connaît assez mal la situation des journalistes pigistes. On est des journalistes comme les autres, mais on n'est pas rattaché à une rédaction. Donc on doit proposer nos sujets à différents médias, les défendre. Lorsqu'ils sont validés par la rédaction qui nous commande un article ou qui nous commande un reportage radio, on le réalise et on est payé à l'article. Alors ça peut être à la longueur de l'article ou ça peut être des forfaits. Donc c'est à la fois une situation assez précaire parce que presque chaque sujet on doit le défendre, on doit l'amener, on doit le penser. Ça c'est des temps qui généralement ne sont pas rémunérés.
mais en même temps, ça nous apporte énormément de liberté. Moi, ça m'a permis et ça me permet toujours de faire beaucoup de reportages, de terrain, de travailler aussi sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Et c'est une situation qui, moi, me convient. Et je dois dire qu'avec le temps, la précarité s'atténue parce qu'il y a des collaborations régulières, il y a une confiance qui s'établit avec différents médias. Et on sait qu'on a comme ça une base de travail qui permet de gagner un petit peu en sérénité. Tout en ayant une certaine liberté. Donc ça, c'est assez appréciable. C'est ça. Quelle formation vous avez suivie pour devenir journaliste, justement ? J'ai fait mes études à Sciences Po, à Paris, et je suis diplômée d'un master de recherche en histoire de l'école doctorale de Sciences Po. Et lors de la 3e année d'études, qui se fait à l'étranger, j'ai été dans une université indienne, à New Delhi, où j'ai étudié dans un master de journalisme. Par contre, je n'ai pas fait d'école de journalisme en France. Donc, ma formation journalistique, je la dois à cette université indienne. Et ce que j'ai étudié plus en profondeur en France, c'est donc la recherche en histoire, ce qui explique aussi mon intérêt pour les questions historiques et le fait que je passe avec grand plaisir du journalisme à la recherche en histoire, qui est vraiment ce que j'essaye de faire dans Allons enfants de la Guyane, sans me poser tellement la question de séparation disciplinaire. Je me demande pas, en général, est-ce que là c'est du journalisme, est-ce que ça c'est plutôt un travail historien. En fait, je mène mon enquête en naviguant entre les archives, les témoignages, des moments de reportage. Et est-ce que vous avez une carte de presse ? Oui, je suis titulaire de la carte de presse depuis quelques années maintenant. J'ai mis du temps à la demander parce qu'en tant que pigiste, parfois on a l'impression que ça va être laborieux, il faut justifier un certain montant de revenus tirés de ses activités de journaliste. Et là, depuis quelques années, je l'ai et je peux la renouveler. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de journalistes ne l'ont pas. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Moi, tout vous dire, on me la demande jamais. Je me retrouve pas dans des situations de travail où on me demande de montrer ma carte de presse. Toutefois, j'en suis titulaire, ça peut toujours me servir. Et il y a des personnes qui travaillent réellement comme journalistes, des pigistes, qui ont produit des enquêtes, certains qui ont même été primés par des prix prestigieux de journalistes comme le prix Albert Londres, qui n'ont pas leur carte de presse, qui n'arrivent pas à la renouveler. Donc il y a un sujet, je pense, sur l'attribution de cette carte professionnelle. Écoute, c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Votre travail révèle de nombreux voyages, comme en Inde, vous en avez parlé, en Guyane, au Guatemala. D'où vient cette envie de travailler ailleurs et qu'est-ce qui guide vos choix ? Donc le lieu, le sujet, les rencontres, ou est-ce que vous travaillez plutôt en fonction des médias qui font appel à vous ? C'est vrai que depuis que moi j'ai grandi dans le Lot, à Figeac, et depuis l'adolescence, j'ai toujours été attirée par l'ailleurs, par l'autre et par les voyages. Mais ce que je mets derrière voyage, c'est vraiment la possibilité d'une rencontre avec d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres histoires que la mienne. Et j'ai commencé assez tôt en obtenant des bourses de voyage, comme la bourse Zelidja, qui m'a permis d'aller au Guatemala quand j'avais 19 ans. C'est une bourse qui permet à des jeunes de voyager à condition qu'ils partent minimum 1 mois et seuls. Donc c'était déjà une première expérience assez forte. Ensuite, j'ai vécu à New Delhi où j'ai étudié pendant 1 an. Je suis retournée régulièrement en Inde. J'ai travaillé en Guyane et c'est pendant 1 an également, et c'est suite à ça que je suis régulièrement retournée en Guyane, puis je me suis intéressée aux pays frontaliers que sont le Suriname et le Guyana voisin, qui forment les 3 Guyanes. Et ça se fait, c'est pas vraiment planifié, j'ai pas un plan stratégique de où est-ce que je vais me rendre parce que tel sujet ou parce que je pense qu'on pourra me commander des articles. Ça s'est fait assez simplement, de fil en aiguille, par des histoires de vie, des rencontres. Et là, la relation que j'entretiens avec la Guyane depuis maintenant 10 ans,
C'est exactement ça. Je suis allée une première fois, j'ai commencé à comprendre des choses, à m'intéresser des sujets, j'ai ouvert une porte, j'ai creusé sur telle thématique, et puis ça m'a ouvert d'autres portes, et puis de fil en aiguille, en fait, j'en termine jamais. Et là, les 2 films documentaires sur lesquels je travaille, ils portent encore sur l'histoire de la Guyane. Donc en fait, vous n'allez pas spécifiquement dans un endroit pour travailler, vous y allez pour diverses raisons, et une fois sur place, vous travaillez, c'est ça ? Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que la Guyane, je me suis retrouvée pour travailler, pour enseigner. Et oui, mais je voulais dire d'un point de vue journalistique. Journalistique. Bon, je dirais que c'est un mix, parce que si je pars avec l'idée de faire un reportage, par exemple pour le Suriname, qui est ce pays à la frontalier avec la Guyane, j'avais en tête un sujet dont je savais pas trop ce que j'allais pouvoir en tirer, donc j'y suis allée un peu en reconnaissance, voyager effectivement, puis rencontrer des personnes, essayer de comprendre des choses sur le thème qui m'intéressait, et c'est a posteriori que j'en ai fait des reportages, des articles qui ont été publiés. Et donc vous avez dit vous êtes pigiste, mais est-ce qu'il y a des médias en particulier pour lesquels vous travaillez de façon plus régulière, et si oui, lesquels ? Je travaille beaucoup pour un site internet d'information et d'investigation guyanais qui s'appelle GuyaWeb, qui est un partenaire local de Mediapart. Donc, Mediapart reprend certains des articles de GuyaWeb. Je travaille également pour La Revue Dessinée, un média qui associe journalistes et dessinateurs ou dessinatrices. J'ai fait quelques grands reportages pour Le Monde diplomatique, pour la radio RFI, c'est assez varié. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait devenir journaliste indépendant comme vous ? Alors tout d'abord, pour être journaliste, je pense qu'il faut avant tout de la curiosité, un intérêt pour la vie, pour les choses, pour les autres, pour les histoires des autres. Donc ça, c'est vraiment un moteur très important. Cette envie de rencontrer, cette envie de connaître, cette envie de comprendre. Et pour être journaliste indépendant, pigiste, qui est donc une situation un peu particulière dans le monde du journalisme, je pense qu'il faut tenir la distance, si je puis dire. C'est un long marathon, il faut être assez organisé, ne pas s'essouffler et voilà, avoir un certain sens de l'organisation quand on travaille pour ne pas se faire déborder, pour à la fois, je vais rentrer dans des sujets un petit peu de contingence économique, c'est-à-dire qu'il faut aussi réussir à gagner sa vie, donc à faire des sujets, des articles qui nous permettent de vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le journaliste pigiste doit toujours avoir en tête, c'est-à-dire que quand un sujet est payé 200 € ou 700 €, c'est pas le même temps de travail qu'on peut y consacrer. Oui. Donc ça, c'est des questions d'organisation. Et même si l'envie peut être très forte sur un sujet qui va n'être payé que 200 ou 300 €, on peut pas y consacrer un mois. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Quand vous n'êtes pas en voyage autour du monde, vous habitez en France, donc dans le Lot, pourquoi ce choix ? Parce que c'est un endroit que je connais bien, j'y ai grandi. J'ai grandi dans la petite ville de Figeac, donc qui se trouve dans le département du Lot. Et depuis plusieurs années, je vis non loin de Figeac, dans la campagne, dans la vallée du Célé, dans un petit village. C'est un endroit très agréable. J'ai beaucoup d'espace, je suis au calme pour écrire, pour réfléchir, pour lire. C'est parfait. Et en même temps, je peux y avoir un mode de vie qui n'est pas trop dépensier, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités qu'on peut faire ici qui sont dans le domaine de la gratuité. Juste se promener, faire son potager, échanger avec ses voisins, aller cueillir des choses dans la forêt. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Donc c'est une situation qui convient parfaitement pour un journaliste pigiste en réalité. Moi, j'y ai construit un équilibre. Je me déplace, je passe du temps dans les transports, je vais souvent, je prends le train, je vais à Paris, parfois je vais plus loin, bien sûr. Mais c'est encore une fois une question d'organisation. J'évite
c'est quelque chose que je ne fais jamais. Je ne me déplace pas pour passer 1 semaine ou 10 jours en Guyane. C'est trop court. Quand j'y vais, c'est minimum 5 semaines, voire 2-3 mois. Et alors là, j'ai vraiment le temps de m'imprégner, de faire plusieurs reportages, de rencontrer du monde. Et puis quand je reviens chez moi, ensuite, je traite la matière que j'ai recueillie, je la mets en ordre, je rédige les articles, je monte les reportages radio. Et c'est un bon équilibre, il me semble. En tout cas, moi, ça me convient. Et les grandes villes, j'ai l'occasion d'y passer du temps. Je suis invitée, par exemple, pour le Festival Lettres du Monde, je passais du temps à Bordeaux, où j'ai l'occasion d'aller à Paris, d'aller à Toulouse. Donc, je suis pas. Les grandes villes ne me manquent pas dans mon quotidien dans le Lot. Vous utilisez pas mal les archives pour votre travail, mais est-ce que les bibliothèques sont des lieux de ressources aussi pour vous ? Oui, les bibliothèques sont des lieux extrêmement précieux. Je pense notamment à la bibliothèque du musée des cultures guyanaises où j'ai passé du temps, qui se trouve dans le centre de Cayenne, dans une maison créole en bois. Et je sais que j'y ai consulté des livres que je ne trouvais nulle part ailleurs. Donc quand j'étais en train de mener mes recherches, notamment pour nos enfants de la Guyane, sur des ouvrages assez précis. Les bibliothèques sont des lieux de ressources exceptionnels. Et puis bien sûr d'autres bibliothèques à Paris, à Toulouse, très précieux. Puisque vous venez de parler de Allons enfants de la Guyane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quelques mots ? Alors, Allons enfants de la Guyane, c'est un livre qui a été publié par les éditions Anacarsis. C'est sorti à l'automne 2022, qui est sous-titré « Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République » et qui parle pour la première fois de l'histoire de pensionnats catholiques destinés spécifiquement aux enfants amérindiens de Guyane, où ces enfants ont été placés de force et où ils ont grandi dans un contexte autoritaire, d'évangélisation et d'assimilation forcée des années 30 jusqu'à très récemment, parce que le dernier pensionnat de ce type vient de fermer en Guyane. Et c'est donc un livre d'enquête mené à la fois à partir d'archives que j'ai pu consulter et de témoignages, d'entretiens que j'ai recueillis auprès de plusieurs dizaines, notamment d'anciens pensionnaires de ces internats. Et le livre est préfacé par Alexis Tchouka, quelqu'un à qui je dois beaucoup et à qui la reconnaissance de cette histoire qui est en train de se faire doit énormément. Lui-même est passé par un de ces pensionnats dans les années 60, début 70, à Mana, en Guyane, et il est par la suite devenu un fervent militant de la cause autochtone guyanaise. C'est quelqu'un qui a toujours su que l'histoire de ces pensionnats devait à un moment être écrite et être reconnue. Pour terminer, on va un peu sortir de ce sujet. C'est une question que je pose à tous mes invités. C'est vraiment dans l'absolu. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Oula. Alors, 3 choses que j'aime. J'aime lire. J'aime les jours de marché et me rendre au marché. J'aime aller à la rencontre de personnes et de lieux que je ne connais pas. Je n'aime pas une certaine évolution politique qui concerne pas uniquement la France, mais un certain nombre de pays européens et au-delà qui nous poussent vers les haines de l'autre. Je n'aime pas le culte de l'argent. Ça va avec, en fait. Oui, ça va avec. Et je n'aime pas le sentiment de supériorité qui habite certains d'entre nous. Ben c'est parfait, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.